avec une formule un peu spéciale, puisque nous sommes en direct, vous le voyez, vous le constatez, vous l'entendez, du Salon de l'Agriculture. Saveria, Sophie Primas, sénatrice des Yvelines, Les Républicaines, est notre invitée dans un instant. Mais tout de suite, ce qui se passe dans cette actualité. Absolument, bonjour à tous. Émission spéciale. Aujourd'hui, nous sommes toujours en direct du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Hier, les politiques se sont succédés dans les allées du Salon, avec notamment le Premier ministre Édouard Philippe qui a entamé une visite de 3 jours. Édouard Philippe qui sera de retour aujourd'hui. Nous suivrons toutes ces visites pour vous. Mais tout d'abord, donc, retour sur la journée, les déclarations d'hier avec ce sujet de Michael Spitzberg. Au menu, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez et Anne Hidalgo. C'est un marathon de 3 jours qu'entame Édouard Philippe. Aux côtés de Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, le Premier ministre consacre sa première journée à donner une image positive de l'agriculture afin d'y favoriser l'emploi, tout en sobriété. Proche des gens, proche des bêtes, Laurent Wauquiez se présente lui comme le défenseur numéro 1 de l'agriculture. En connaisseur, il maîtrise la recette pour séduire les producteurs de sa région. J'ai quand même vraiment mis le paquet sur l'agriculture. Oui, on a beaucoup investi. L'occasion aussi d'accuser Emmanuel Macron de laisser tomber les agriculteurs. Je pense qu'on a un président aujourd'hui de la République qui a sans doute des discours sympathiques sur l'agriculture. Mais dans les actes, je pense qu'on a rarement eu un président de l'agriculture, un président de la République qui comprend aussi mal notre agriculture. En campagne, Nicolas Dupont-Aignan vend debout contre l'Europe et les politiques asservies. Une vision pas toujours partagée, notamment avec les jeunes agriculteurs. Ne dites pas qu'on a échoué, arrêtez de penser européen, défendez votre pays et vous verrez que les autres Européens suivront. Qu'à cela ne tienne, le discours reste protectionniste. Nos agriculteurs, eux, ce qu'ils demandent, ils sont prêts à être en concurrence. Mais la concurrence, elle doit être loyale. On n'est pas contre l'Europe. On veut que la France soit respectée en Europe. C'est tout. Respecter la France. La maire de Paris s'est déplacée également. Anne Hidalgo plaide pour des stratégies d'alliance pour aller vers le bio, le raisonné et les circuits courts. Une ambition entravée par la politique européenne actuelle, selon elle. Il y a encore beaucoup trop de contraintes, de normes et de réglementations qui poussent plutôt à chercher le prix le plus bas, qui obligent souvent les élus à décider en fonction du prix le plus bas. L'Europe, c'est pas juste un grand marché où chacun essaierait de tirer les prix vers le bas et à la fin, plus personne n'arrive à vivre de son travail. Le Salon de l'Agriculture, une arène politique à 3 mois des européennes. Voilà, Territoire Sénat en direct du Salon de l'Agriculture. Dans un instant, c'est le face-à-face. À tout de suite. Bonjour Sophie Primas, vous êtes sénatrice LR des Yvelines et merci d'être au Salon de l'Agriculture avec nous ce matin sur le plateau de Public Sénat. Merci. Bonjour Sophie Primas, merci d'être là. Elle est nécessaire cette grande messe, ce grand rendez-vous qu'est le Salon de l'Agriculture pour réconcilier les agriculteurs, le monde paysan avec les Français. Alors, je ne sais pas s'il faut réconcilier les Français avec l'agriculture. Il faut donner une image nouvelle de l'agriculture. C'est un salon qui est un marronnier, comme on dit dans le journalisme. C'est-à-dire c'est vraiment un rendez-vous extrêmement important. Je crois qu'il faut le perdurer. C'est une tradition fondamentale où la campagne vient à la capitale et elle raconte à quel point elle se transforme et c'est ça qui est important. Hier, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, était aux côtés toute la journée d'Édouard Philippe, du Premier ministre. Il était encore ce matin à l'instant sur notre plateau. Il plaide pour une image positive de l'agriculture. Pourquoi l'agriculture souffre encore d'une image négative, ce qu'on appelle aussi l'agribashing? Oui, mais écoutez, depuis 10 ans, je pense que l'agriculture est accusée de tous les maux, alors qu'en France, on a l'agriculture la plus performante, à la fois en termes de production, mais aussi de façon sanitaire. On a une agriculture qui est exemplaire aux yeux du monde, à la fois par les techniques de production, à la fois par ce que font les agriculteurs pour notre pays, en termes de façonnage des paysages, en termes de protection. Donc il faut qu'ils progressent, mais je crois qu'il faut aujourd'hui être conscient que nous avons une très très belle agriculture et arrêter ce bashing. Non. Pour passer à la promotion de notre agriculture. Je pense qu'on en est justement ici tous conscients, mais néanmoins il y a quand même une incompréhension, surtout dans le public, dans le grand public, vis-à-vis des pratiques de certains agriculteurs, notamment en ce qui concerne bien sûr les pesticides, le glyphosate. Comment on lutte contre ça? Alors on lutte contre ça en expliquant que l'agriculture, elle va au fil des saisons et au fil des années. On ne peut pas changer une pratique d'agriculture
en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans. Et d'ailleurs, regardez, la conversion bio qui est souhaitée et qui est accompagnée aujourd'hui, elle prend au minimum 3 ans, tout simplement parce que les récoltes, le temps, le climat, tout ça, la vie d'un animal, tout ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et qui n'est pas une baguette magique que l'on change. Donc le modèle est en train de changer. Il change depuis environ 10 ans. Vous voulez dire qu'il faut du temps pour arrêter les mauvaises pratiques? Bien sûr, il faut du temps pour arrêter les mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques, ou en tout cas les pratiques qui étaient jusque-là les pratiques de l'agriculture. Mais depuis 10 ans, il y a un phénomène qui s'est installé dans notre pays, une transformation, et d'ailleurs qui est portée aussi par les jeunes agriculteurs qui n'ont pas envie d'être montrés du doigt, qui ont envie d'être fiers de leur profession et qui sont en fer de lance pour cette transformation. Alors précisément, les jeunes agriculteurs, la transmission, on va en parler. Parmi les grands défis du monde agricole aujourd'hui, il y a la question de la transmission des métiers agricoles. Ça représente un enjeu majeur pour nos territoires. Aujourd'hui, ces métiers attirent de nouveaux profils. Nous sommes rendus dans les Côtes-d'Armor. C'est un reportage de Fabien Recker. À 23 ans, Héloïse a trouvé sa voie. Depuis 5 mois, elle travaille comme apprentie dans une exploitation porcine. Pour la première fois, elle supervise seule la période des mises bas. Là, les porcelets, ils ont entre 1 jour et 3 jours. C'est leur première semaine de vie. Donc là, ça crie un peu. En plus d'un BTS, la jeune femme est titulaire d'une licence en génétique animale. Mais rien ne vaut l'expérience de terrain acquise grâce à l'apprentissage. Petit à petit, j'apprends tous les jours et je deviens de plus en plus autonome. Jean-Claude Cade, patron de l'exploitation, est satisfait des progrès de son apprenti. Avec lui, ça se passe très bien en fait. On a une fille très motivée, qui est très engagée, qui aime bien le travail. En fait, il s'intègre parfaitement à l'équipe et donc c'est vraiment formidable. Mais l'éleveur est inquiet de perdre Héloïse à l'issue de son apprentissage. La filière porc manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Les éleveurs s'arrachent des profils comme celui d'Héloïse. Une pénurie à l'image du manque de renouvellement des générations dans l'agriculture. La Bretagne, territoire pourtant dynamique, voit 500 jeunes agriculteurs s'installer chaque année. Mais avec 1500 départs en retraite par an, le solde reste négatif. Ça tient certainement aussi à des changements aussi au niveau du monde agricole. Nous, parents, agriculteurs et parents, on ne met plus la pression, par exemple, sur nos enfants pour reprendre nos exploitations. Donc les enfants d'agriculteurs aujourd'hui peuvent faire d'autres choix. Je pense que ça tient aussi à un déficit d'image qu'on peut avoir. Puisque il faut qu'on retravaille, nous, agriculteurs, agricultrices, à l'attractivité de nos métiers. Allez. Thomas n'est pas enfant d'agriculteur. C'est par choix qu'il s'est lancé dans la production laitière avec 2 BTS en poche. En 2016, il rachète l'exploitation de Christian Jégu avant d'embaucher ce dernier sur la ferme. Un passage de témoin qui a permis à Thomas de bénéficier du savoir-faire de l'ancien propriétaire pour se lancer. Le plus important, je pense, c'est son œil d'éleveur. Il y a quand même plus de 40 ans d'expérience et l'œil, pour un éleveur, c'est très important. Et c'est vrai que avec lui, du coup, c'est ça qu'il a réussi à me transmettre aussi, l'œil de l'éleveur sur le troupeau. Les parcours d'Héloïse et de Thomas montrent en tout cas que l'agriculture suscite toujours des vocations. Mais le temps presse. D'ici 10 ans, près d'un agriculteur français sur 2 partira à la retraite. Sophie Primas, cette question de la transmission et du métier et des exploitations, elle est cruciale aujourd'hui. Comment on aide les jeunes justement à s'installer? On sait que c'est un sujet majeur. Elle est cruciale. Moi, j'ai trouvé votre reportage formidable. C'est le grain de blé qu'on met dans le sol et elle est pleine d'espoir, cette jeunesse-là qui a envie d'être agriculteur. Et on voit bien qu'il y a eu un moment dans ces 10 années difficiles où à la fois le revenu était questionné, à la fois on avait des situations agricoles très compliquées pour nos agriculteurs. Finalement, la transmission était questionnée dans la famille. Aujourd'hui, on a un nouveau souffle qui arrive. C'est très bien. Il faudra qu'on soit extrêmement vigilant d'abord à renforcer le revenu des agriculteurs et on voit bien que ça passe. La question du revenu, on va y venir, mais restons un instant sur le foncier. Emmanuel sur le Macron, foncier, le président a annoncé samedi une loi sur le foncier pour faciliter l'accès au foncier pour les jeunes agriculteurs. Ça aussi, c'est majeur. Donc ça, on est très très content parce que nous, on l'a réclamé depuis très longtemps au Sénat. On est en train de travailler également dessus. On a beaucoup d'idées. Évidemment, le foncier agricole, c'est un trésor. Sans la terre, on ne peut rien faire. Et donc, on attend cette loi sur le foncier agricole qui amène d'ailleurs une autre question, c'est
quel est le statut de l'agriculteur, comment on définit le statut de l'agriculteur. Donc ces deux points-là devront être traités par cette loi. Vous seriez pour un statut particulier pour les agriculteurs? Oui, il faut définir ce que c'est d'être agriculteur. Est-ce que c'est producteur? C'est pas un métier comme les autres? C'est pas un métier comme les autres. On a plein de responsabilités. On a en charge l'alimentation, la qualité de l'alimentation française, le façonnage des paysages, la productivité, le commerce extérieur de la France. On a beaucoup de responsabilités. Ce n'est pas un métier comme un autre. Sophie Primas, l'autre question au centre des préoccupations, c'est bien sûr la question des revenus agricoles. Vous avez énormément travaillé sur la question en tant que présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. Est-ce que la loi agriculture et alimentation, ça marche? Est-ce que c'est le bon outil pour améliorer les revenus de nos agriculteurs? Vous savez que le Sénat n'a pas voté cette loi puisque nous avions quelques réticences sur les mécanismes qui sont mis en place. Moi, je crois qu'il y a eu les états généraux de l'alimentation. Ça a été un pas de plus après, là aussi, une maturation, j'allais dire, des intervenants, qu'ils soient distributeurs, métiers de l'agroalimentaire ou agriculteurs, depuis 5 ou 6 ans. Une envie de travailler mieux ensemble pour recréer de la valeur. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas à se partager la valeur. Il n'y a plus de valeur sur le marché. Les distributeurs font plus de marge ou moins. L'agroalimentaire fait moins de marge et les producteurs sont mal payés. Donc il faut recréer de la valeur au fond de cette chaîne. C'est ce que tente de faire cette loi, justement. C'est ce que tente de faire cette loi. Alors pour l'instant, vous savez que nous avons mis un groupe de suivi en place au Sénat. Pour l'instant, les résultats sont très médiatisé, mais maigre. Voilà. Le ministre, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, à l'instant, tout à l'heure sur le plateau, dit le compte n'y est pas pour la viande et pour les céréales. Ça marche pour le lait. C'est plus difficile pour la viande et pour les céréales. Alors j'aurais même une petite réserve sur le lait, puisqu'en fait les accords très médiatiques dont on parle ne représentent que 20% de la production laitière en réalité. Le reste n'est pas encore tout à fait sorti d'affaires. Mais on va vers le mieux. Voilà. Sophie Primas, la grande distribution aujourd'hui, elle ne joue pas le jeu. Je ne sais pas qui ne joue pas le jeu. La grande distribution, l'entreprise agroalimentaire, il y a différents intervenants là-dedans. Et on voit bien que cette loi qui prévoit un ruissellement du bas vers le haut, c'est assez bizarre d'ailleurs, il faut, comme dit Michel Raison, notre rapporteur, il faut des pompes pour faire remonter le ruissellement du bas vers le haut, eh bien pour l'instant est imparfaite, puisqu'en fait les négociations entre l'industrie agroalimentaire et les distributeurs ne sont pas tripartites, il manque le producteur. Sophie Primas, la question pour terminer sur ce sujet des prix, des revenus et de la grande distribution. L'Assemblée nationale a créé une commission d'enquête, est en train de mettre en place une commission d'enquête sur la grande distribution. Est-ce que le Sénat va s'y associer? Est-ce qu'il faut faire aujourd'hui la lumière sur cette guerre des prix? Non, mais la lumière sur la guerre des prix, on la connaît. Enfin, moi, j'ai travaillé dans la grande distribution, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, je m'occupe d'agriculture. Donc, pas besoin d'une commission d'enquête, c'est ce que vous nous dites? Une commission d'enquête. Moi, je laisse l'Assemblée nationale faire ce qu'elle veut. On est indépendant, vous le savez. Le Sénat ne va pas s'y associer. Le Sénat fait des groupes de travail depuis la loi Egalim, des groupes de suivi de la mise en place Egalim sur la partie des prix, sur la partie revenus des agriculteurs. Et c'est pour ça qu'elle sera très attentive aussi à la deuxième partie d'Egalim qui, créait beaucoup de charges pour les agriculteurs. Et j'espère que ces charges ne viendront pas enlever le bénéfice potentiel de la première partie. Pour terminer, un dernier sujet, la politique agricole commune, la PAC, les négociations en cours. Laurent Wauquiez, le patron des Républicains de votre parti, a déclaré hier, il était hier au salon, on l'a vu dans le sujet, que l'enjeu n'est pas de refonder la PAC, la politique agricole commune, mais de défendre son budget. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux agriculteurs pour les rassurer sur les négociations en cours? Je ne vais pas les rassurer parce que nous-mêmes, nous sommes très inquiets. Nous venons de faire avec le président de la Commission des Affaires européennes, M. Bizet, nous venons de refaire un projet de résolution où on exhorte le gouvernement justement à renégocier le budget et à faire en sorte... On est très inquiets parce que au-delà même du budget, il y a des histoires de rééquilibrage intra-européen entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. Et il y a un troisième élément, c'est que la politique européenne telle qu'elle est présentée aujourd'hui par la Commission est tout sauf commune. On a une politique agricole qui retend à une nationalisation des politiques agricoles, ce qui mettrait en concurrence l'ensemble des pays européens, en concurrence entre eux-mêmes. Donc là, on est tout sauf sur une politique agricole commune. Donc il y a à la fois le montant et à la fois la direction qui ne nous convient pas. Sophie Primas, on vient de parler de Laurent Wauquiez, qui était donc hier au salon. Vous êtes secrétaire générale adjointe, chargée des relations avec les parlementaires. Donc auprès de Laurent Wauquiez. La liste emmenée par François-Xavier Bellamy aux européennes est créditée de 10% dans les sondages. Est-ce que vous
voyez des problématiques, des mouvements au sein des parlementaires si cette liste ne faisait pas plus et ne réussissait pas à s'imposer aux européennes? Moi, je ne vais pas me mettre dans cette perspective. Je crois qu'aujourd'hui, on a les 3 têtes de liste. Je crois que Laurent Wauquiez a voulu faire un signe à l'ensemble de notre famille politique en réunissant les choses. Maintenant, il faut qu'il équilibre. Il faut qu'il mette des gens qui soient capables de parler d'agriculture dans les premières places. C'est prévu? J'espère. Vous allez l'inciter à ça? Je souhaite. En tout cas, voilà, je l'ai plusieurs fois questionné sur ce sujet-là. Il faut que nous ayons des représentants de l'ensemble des territoires, mais aussi des grandes compétences qui sont liées aux compétences de l'Europe. Je pense à l'industrie, je pense à l'agriculture, encore une fois, je pense à la mer, les effets du Brexit, etc. Donc il faut qu'on muscle notre équipe sur ces compétences-là. Et puis, on ira derrière cette équipe à la bataille des européennes. Et je crois qu'on n'est plus... Pas de montée d'inquiétude, vous qui êtes chargé de parler avec les parlementaires. Je pense que François-Xavier Bellamy, Agnès et Arnaud Danjean, aujourd'hui, prouvent qu'ils savent à la fois incarner le renouvellement, une ouverture. Moi, j'ai eu peur avec François-Xavier, que je connais bien, que le débat soit confisqué sur les problèmes sociétaux. Je trouve qu'il est plutôt habile à revenir sur l'essentiel de cette campagne électorale, qui est une campagne axée sur l'Europe. Et c'est ça que l'on jugera au mois de mai. Voilà, c'était aussi la secrétaire générale adjointe chargée des relations avec les parlementaires qui était sur ce plateau des Républicains. Merci Sophie Primas, sénatrice LR des Yvelines. On passe à la revue de presse dans un instant. La presse quotidienne régionale, notre partenaire bien sûr. Saveria, on démarre avec la une des dernières nouvelles d'Alsace. Les DNA, c'est l'aide alimentaire. Les besoins sont en hausse. Les demandes d'aide alimentaire augmentent en même temps que la précarité en Alsace. Les associations étendent leurs horaires d'accueil, mais les produits manquent. Toutes les associations d'aide aux personnes précaires le disent. Le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter face à l'afflux. Les Restos du Cœur tentent de répondre à tous les besoins. Une équation difficile, alors que les ressources sont également limitées. À la une du courrier Picard, dirigé par Michael Tassard, c'est le frelon asiatique. Le danger monte. Les nids du tueur d'abeilles se multiplient en Picardie. Son expansion paraît impossible à arrêter à l'approche du printemps. Les autorités informent les élus sur les moyens d'action destinés à lutter contre ce frelon asiatique installé dans la région depuis 2014. Il prolifère de façon exponentielle. Plus de 500 nids détruits dans la Somme en 2018 contre seulement 17 en 2017. Ce chiffre démontre à lui seul l'ampleur du problème posé par ce frelon qui présente un double danger pour l'homme mais aussi pour la biodiversité. Pour l'homme, la présence de nids constitue un réel danger en cas bien sûr d'attaque massive. Le frelon est également une menace pour la biodiversité, en partie pour les populations d'insectes et surtout les abeilles. Voilà la une de l'Est républicain, une vidéo choc qu'on peut voir d'ailleurs sur le site internet. C'est une association qui s'est introduite dans une porcherie. Oui, l'association c'est DXE France qui s'est introduite en pleine nuit dans la porcherie de l'Import, dans le Lunévillois en Meurthe-et-Moselle. Une vidéo diffusée sur le net qui dénonce les conditions d'élevage de centaines de bêtes. On y voit des porcelets dans un état de santé déplorable, des cadavres d'animaux dans un décor industriel où s'entassent des centaines de bêtes. Les militants dénoncent les conditions d'élevage et d'abattage de la filière porcine. L'entreprise concernée, elle réfute les accusations. Donc dans l'Est républicain, cette vidéo choc dans l'élevage porcin, absolument à regarder. Dans Sud-Ouest, c'est la publicité qui est à la une. Bientôt, la fin des prospectus papier. Grand changement cette année dans vos boîtes aux lettres. Certaines enseignes de la grande distribution ont décidé de se passer de ces publicités qui pèsent 800 000 tonnes chaque année dans nos boîtes aux lettres. Les autres vont-elles suivre? C'est toute la question. Si elles vous gênent et encombrent vos boîtes aux lettres, vous êtes trop nombreux à avouer les consulter. Un signal fort puisque ces imprimés étaient jusque-là un des outils préférés de la grande distribution. Merci Saveria pour cette troisième partie d'émission. On vous retrouve demain évidemment à la même heure pour l'actualité parlementaire et politique. Absolument, avec l'interview d'un sénateur. Merci, à demain. On se retrouve dans un instant. On va regarder ensemble la météo des territoires de Gilles Mourou. Le temps qu'il fait en France, une très grande douceur, presque inquiétante, vous le savez. Et puis le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé également dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. On se retrouve après, à tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs.
des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon dans l'assiette et dans les champs. Voilà, personne ne nous appelle. Je suis habituée, c'est comme ça en permanence avec ce nouveau gouvernement. Là, et après, on nous parle de République et de démocratie. Donc, je vous souhaite une bonne visite dans ce magnifique CHRU. Je vous appellerai d'ailleurs. Il va de soi que, comme je le fais à chaque fois que je me rends sur un territoire, les élus sont prévenus, toujours, de manière systématique. Et je crois savoir que ça a été le cas en l'espèce et qu'elle avait même fait savoir qu'elle viendrait. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir quand même une forme de, pardonnez-moi, mais le mot qui me vient, c'est quand même un peu d'aigreur de la part de Martine Aubry, qui est coutumière du fait. Je propose personnellement que si l'évaluation de la transformation de l'ISF en IFI nous montre que les capitaux n'ont pas été redirigés dans l'économie française et donc n'ont pas bénéficié à l'ensemble des Françaises et des Français, oui, nous puissions revenir dessus. Ça veut dire qu'il va globalement prendre toutes les décisions que les Français attendent, parfois bruyamment, puis parfois avec colère. Vous savez, les vrais conservateurs, c'est qui aujourd'hui? C'est ceux qui, souvent issus de la gauche d'ailleurs, ne veulent rien changer. Dans un modèle social qui nous a amené que du chômage de masse, que de la pauvreté. C'est ça qu'ils veulent? Qu'on change rien? Ben Emmanuel Macron, c'est pas du tout un conservateur. Marlène Schiappa est en roue libre, avant d'être fermement recadrée par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Il ne faut pas perdre la cohérence de ce qu'on a fait depuis 18 mois. Cela implique de ne pas tout détricoter bout par bout. Vous accusez le gouvernement d'empêcher les banques de vous prêter de l'argent, c'est ça que vous dites ce matin? Oui, je dis que le gouvernement a nommé un médiateur du crédit. Mais il ne sert à rien. Tous les partis d'opposition à Emmanuel Macron se voient couper les crédits bancaires. C'est curieux. C'est curieux. Et pendant ce temps-là, le président de la République, avec l'argent du contribuable, fait campagne, en dehors de toute règle du CSA, et des débats de 7 heures, des visites du Salon de l'Agriculture de 14 heures. Je serais à la place d'Édouard Philippe, j'aurais une sacrée frustration, parce que je crois que rarement dans la Ve République, un Premier ministre n'a autant servi finalement à rien. C'est bien ça, vous? Oui, trop bien. Vous avez vu Des grosses vaches. des grosses vaches. Comment voulez-vous survivre quand vous êtes en concurrence avec des produits qui n'ont pas les mêmes normes? Donc, Emmanuel Macron, c'est le bourreau qui vient voir ses victimes et qui s'étonne qu'elles se plaignent. On sait tous qu'en ce moment, le budget de la politique agricole risque d'être amputé de 10 à 15%. Et donc ensuite, quand il vient sur le salon en disant je défends la politique agricole, c'est faux. Des sols qui s'appauvrissent, la biodiversité qui disparaît, l'emballement climatique. Donc on est aujourd'hui le mouvement politique, le logiciel politique qui est le plus réaliste. Voilà, depuis le Salon de l'Agriculture, où nous serons d'ailleurs également demain matin. Et l'invité politique demain matin, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui sera là. Merci de votre fidélité, bonne journée à tous et à demain. Au revoir.